Le soir tombe toujours avec la même lenteur sur les rangs de vignes, comme si la lumière, avant de mourir, voulait relire une dernière fois le paysage. Je suis assise au bord du mur de pierre sèche, là où la terre se fend en petites cicatrices blanches, et mes mains reposent sur ma canne comme sur un secret. À 80 ans, on n'a plus besoin de courir. On regarde, on écoute, on laisse le silence faire son travail. Le vent glisse entre les ceps, il fait frissonner les feuilles comme une robe qu'on remettrait sur les épaules d'une femme fatiguée. Au loin, la cave s'assombrit, vaste et tranquille, avec cette odeur de bois mouillé, de levure, de promesses anciennes. L'air est chargé d'un parfum de raisin presque noir, de terre chaude et de ce petit goût métallique qu'on retrouve dans les soirs où l'on a trop retenu ses mots. J'ai connu ici des étés de gloire, des vendanges où les rires coupaient l'air comme des sécateurs, des hivers où les barriques semblaient respirer à ma place. Tout est encore debout, et pourtant je sens depuis des mois une fissure sous la beauté, le genre de fissure qu'on ne voit pas sur une photo. Elle est dans les regards, dans les poses, dans la façon dont certains prononcent le mot héritage comme on dit marchandise. Je me surprends à parler à voix basse, comme si quelqu'un dans les rangs pouvait m'entendre. Je m'appelle Eliane Dubois, et cette vigne c'est plus qu'une propriété. C'est une mémoire, une fidélité, un serment murmuré par des mains qui ne sont plus là. Quand j'étais jeune, je croyais que la terre protégeait ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, je sais qu'elle ne protège rien. Elle observe, elle attend, elle enregistre. Au bout de l'allée, un merle s'envole brusquement, un battement d'ailes sec, presque nerveux comme un signal. Puis le silence revient, plus lourd. J'entends seulement, très loin, une porte qui claque dans la maison. Pas un grand fracas, non, juste ce claquement net, précis, qui ressemble à une décision. Antoine, mon fils, mon unique fils. J'ai prononcé ce prénom pendant des années comme on prononce une prière. Antoine, mon garçon aux joues rouges, aux genoux écorchés, qui courait entre les rangs en criant qu'il serait le roi des vendanges. Je l'ai aimé avec une naïveté de mère, avec cette croyance presque ridicule que l'amour suffit à rendre les gens bons. Je lui ai tout donné, pas seulement la vigne, le droit d'être au centre, le droit de ne jamais douter de sa place. Je ferme les yeux une seconde. Dans mes paupières, je revois des détails minuscules, des images qui reviennent sans prévenir comme des éclats de verre dans la mémoire. Antoine adolescent, les mains tachées de jus, qui rit trop fort. Antoine adulte, en chemise blanche, qui s'essuie la bouche avec la serviette en disant « Maman, tu comprends, il faut évoluer ». Antoine qui ne me regarde plus vraiment quand je parle. Le soleil touche l'horizon et pendant quelques secondes, la vigne brûle d'une lumière rousse, presque insolente. Les grappes semblent s'illuminer de l'intérieur. C'est beau au point de faire mal. C'est toujours comme ça, la beauté. Elle n'empêche pas la trahison. Elle la rend seulement plus inconcevable. Un bruit de pas sur le gravier. Pas les pas souples de Marie. Non, ceux-là sont plus pressés, plus secs. Quelqu'un traverse la cour, rentre dans la maison. Une voix étouffée, une phrase qu'on n'attrape pas, puis un rire bref. Un rire qui ne vient pas de l'enfance. Un rire d'adulte. Je rouvre les yeux. Le ciel se teinte de violet. La première étoile apparaît, froide et précise comme une épingle. Je me dis, presque avec ironie, voilà, c'est là que ça commence. Parce qu'à cet âge, on ne raconte pas pour se plaindre. On raconte parce qu'on sait que chaque histoire a un point de bascule. Et le mien, c'est pas un cri ni une scène. C'est un soir calme, un vent tiède et une porte qui claque au bon moment. Je reste assise. Je ne bouge pas. Je laisse la nuit descendre sur les vignes comme un drap sur un corps. Et dans cette obscurité naissante, je sens déjà l'ombre du passé revenir. Non pas pour me hanter, mais pour réclamer son dû. Le matin, dans les vignes, n'a jamais la même odeur deux fois. Ce jour-là, je m'y suis rendue tôt, avant les premiers moteurs sur la route départementale, avant les voix des saisonniers, avant même que la lumière n'ose se dire franche. Il n'y avait que le souffle humide de la terre, ce parfum de feuilles froides et de bois anciens, et, quelque part, un merle qui répétait sa phrase comme une prière courte. Les rangs s'étiraient devant moi avec cette discipline élégante qui n'appartient qu'aux choses patientes. Les piquets, les fils, les sarments taillés, tout dessinait un ordre qui n'était pas celui des hommes, mais celui du temps. Mon domaine,
Je n'ai jamais dit mon domaine comme on dit ma propriété. Je disais plutôt la maison, les vignes, le chai, comme on nomme des membres d'une famille. Le portail en fer forgé portait encore, sous la peinture, la cicatrice d'un choc d'il y a 30 ans. La cour, pavée, sonnait différemment selon l'heure, selon la saison, selon le poids de ce que l'on tait en marchant. À droite, le chêne, planté par mon père le jour où il a appris qu'il allait être grand-père. À gauche, la façade claire, un peu trop fière, où la lumière du matin venait toujours frapper la même fenêtre, celle de l'ancien bureau. Dans le chai, la fraîcheur avait cette autorité douce qui impose le silence. Les barriques alignées respiraient lentement, comme des bêtes endormies. Je passais la main sur le bois, sans raison, juste pour sentir la rugosité, pour me rappeler que certaines choses ne mentent pas. L'odeur du vin en élevage, vanille, épices, un peu de fumée, et cette note plus profonde, presque animale, qui vous regarde dans les yeux quand vous êtes seul. Il y avait au fond le petit bruit régulier de la pompe à air, un cliquetis discret, comme une montre qu'on oublie sur une table. Tout cela, je l'ai aimé avec une fidélité sans intelligence. Et mon plus grand aveuglement, ce n'était pas la vigne, c'était Antoine. Antoine est né un soir de vendange, quand les mains étaient déjà noires de jus et que les femmes du village apportaient du café brûlant dans des thermos cabossés. Je me souviens du cri, pas du mien, du sien, et de la manière dont mon mari avait posé sa paume sur ma nuque, sans parler, comme si le langage, à cet instant, n'avait pas le droit. Antoine a grandi dans ce décor, avec le soleil sur les épaules et l'idée, très tôt, qu'un nom peut ouvrir des portes avant même qu'on ait appris à les pousser. Je lui ai donné trop de choses et pas assez d'interdits. Je croyais former un héritier. Je formais parfois un prince. Il avait cette façon de sourire qui désarme les femmes et apaise les hommes. À 20 ans, déjà, il savait dire « je comprends » sans que cela engage quoi que ce soit. Il avait lu les bons livres, fréquenté les bonnes écoles, adopté cette politesse lisse de ceux qui ont appris à être aimables comme on apprend à tenir une fourchette. Il parlait du vin comme on parle d'un patrimoine vivant, avec de grands mots bien choisis, et je buvais ses phrases comme on boit un vieux millésime, sans me demander si la bouteille avait été ouverte trop tôt. Quand il est revenu de la ville, je l'ai attendu sur le perron comme une enfant. Il est descendu de la voiture, manteau impeccable, regard un peu fatigué, et j'ai senti, en le serrant contre moi, qu'il avait déjà un autre monde dans la poitrine. Il m'a embrassé sur le front, ce geste de fils parfait, et j'ai entendu mon cœur dire très bas « c'est bien, c'est lui », comme si l'amour devait forcément être une preuve. Nous avons marché ensemble jusqu'au point haut, là où l'on voit les rangs descendre vers la rivière et les collines se fondre dans une brume fine. Il a parlé de modernisation, de rayonnement, de stratégie. Il glissait des mots anglais entre deux phrases, par coquetterie ou par réflexe, je ne sais plus. Je l'écoutais, assise sur un mur, les mains sur mon canne, et j'avais l'impression de regarder une version plus brillante de lui-même, un Antoine poli par la ville. Il m'a dit en souriant que j'étais la gardienne, que je portais l'âme du domaine. Ce sont des mots dangereux, parce qu'ils flattent et qu'ils endorment. Dans l'après-midi, nous avons goûté un vin jeune dans la petite salle aux murs de pierre. La lumière entrait en diagonale, soulevant la poussière comme une neige lente. Antoine a tourné le verre, a approché son nez, puis m'a regardé avec une tendresse qui ressemblait à une promesse. « Tu sais, maman, on peut faire quelque chose de grand ici. » Il a dit « maman » avec cette douceur presque théâtrale qui me faisait oublier mon âge. J'ai hoché la tête parce que j'aurais signé n'importe quelle phrase à ce moment-là, tant qu'elle gardait mon fils près de moi. Le soir, au dîner, Marie a servi la soupe sans bruit. Marie, toujours là, silhouette modeste, geste exact, une présence qui ne réclame rien. Elle posait les assiettes comme on pose des secrets. Antoine, lui, parlait de ses projets, et je me surprenais à rire, moi qui ne riais plus vraiment depuis longtemps. J'ai même pensé, une seconde, que la vie avait de ses retours généreux, comme un soleil d'octobre après une semaine de pluie. Je ne voyais pas encore la fissure. Je ne savais pas qu'on peut aimer quelqu'un au point de confondre sa réussite avec notre salut. Je ne savais pas qu'un fils peut vous prendre la main pour vous guider et, dans le même mouvement, vous conduire à la porte de sortie avec un sourire impeccable
et la phrase parfaite. Ce soir-là, avant de monter me coucher, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Les vignes, dehors, étaient immobiles, noires, presque solennelles. Et j'ai murmuré, sans même m'en rendre compte, une phrase qui sonnait comme un vœu ou comme une erreur, pourvu qu'il ne parte plus. Anne-Marie est entrée dans notre vie comme entre dans une pièce quelqu'un qui sait déjà où sont les interrupteurs. Ce n'était pas une beauté éclatante, plutôt une netteté. Des cheveux toujours tirés, une bouche qui se referme vite, des mains propres qui ne sentaient ni la terre ni le mou. Le premier jour, elle a traversé la cour sans hésiter, ses talons minuscules cherchant naturellement les dalles les moins inégales, comme si le lieu devait s'adapter à elle. Je me souviens de la lumière sur son manteau clair. Le soleil de fin d'après-midi découpait son profil et derrière elle, les rangs de vignes semblaient plus sombres, presque vexés. Antoine l'observait avec cette attention inquiète qu'il réservait d'habitude aux cuves. Un regard d'homme qui veut plaire et qui, pour cela, consent déjà à déplacer des choses en lui. Le repas a été simple. Un potage, du pain, un fromage sec et une bouteille que j'avais ouverte plus pour la bienvenue que pour la fête. Anne-Marie a humé le verre, l'a fait tourner avec une précision apprise, puis a souri sans chaleur. C'est très authentique. Le mot a flotté au-dessus de la table comme une critique polie. J'ai entendu, sous le compliment, la distance. Elle avait cette manière de parler en laissant une seconde de silence après les phrases, comme si elle attendait qu'on comprenne le sous-texte. Plus tard, dans la cuisine, pendant que je rinçais les assiettes, elle a demandé à voir le chai. Pas par curiosité, non, par inspection. Le chemin jusqu'à la porte était humide. Le sol sentait le vin, le bois, la poussière douce. Dans le chai, la pénombre avalait les contours. On n'entendait que le goutte-à-goutte régulier d'un robinet mal fermé et loin, le frottement d'une branche sur la fenêtre. Anne-Marie a levé les yeux vers les poutres. « Vous avez un trésor, Madame Dubois, mais un trésor, ça se gère. » Antoine a ri, un rire bref, comme on appuie sur un bouton pour éviter un malaise. Elle s'est approchée des fûts, a caressé le bois du bout des doigts, sans se salir, sans s'imprégner. Puis elle a posé la question, d'une voix presque distraite. « Vous avez déjà envisagé de vendre une parcelle ? » Pas tout, évidemment, juste optimiser. Les temps changent. Je me suis tournée vers Antoine. Il a baissé les yeux, comme un enfant pris à vouloir ce qu'il n'ose pas demander. Le silence s'est installé, épais, avec cette odeur de fermentation qui soudain me donnait la nausée. J'ai senti très précisément une fissure courir sous mes pieds, pas dans la pierre, dans la fidélité. Ici, on ne vend pas la terre, ai-je dit, on la serre. Anne-Marie a incliné la tête, comme si elle acceptait un caprice. Je comprends. Mais vous savez, une maison peut rester la même tout en changeant de propriétaire. C'est parfois plus doux. Le mot propriétaire, prononcé doucement, a claqué dans ma poitrine. J'ai vu, dans un éclair, les rangs de vignes comme des lignes sur un contrat et non plus comme des saisons. Et j'ai compris que cette femme n'avait pas épousé seulement mon fils. Elle avait épousé une surface, un nom, une valeur. Elle avait déjà commencé à compter ce que moi je regardais encore respirer. Le soir, quand ils sont montés se coucher, j'ai laissé la vaisselle sécher et je suis sortie. La nuit tombait sur les ceps et le vent faisait frissonner les feuilles comme des murmures. J'ai pensé à mon mari, à sa façon de tenir un verre, à sa phrase ancienne. Un domaine, Eliane, c'est pas ce qu'on possède, c'est ce qui nous possède. Dans l'obscurité, quelque part, un chien aboyait. Et moi, pour la première fois, j'ai eu peur, non d'un voleur, non d'une tempête, mais d'une femme qui souriait en parlant d'optimisation. Dans le chai, l'air avait cette fraîcheur de cave qui ne ment jamais, une fraîcheur minérale, collée aux pierres, mêlée au souffle sucré des barriques. Quand on ferme les yeux, on entend la maison respirer par ses pores, et chaque goutte qui tombe quelque part devient une horloge. J'y descendais en fin d'après-midi, quand le soleil rase les rangs et que les ombres des ceps s'allongent comme des doigts. Je n'avais pas besoin de lumière électrique. Je connaissais l'endroit au toucher, comme on connaît le visage d'un enfant quand il dort. Ce jour-là, j'ai senti avant de comprendre. L'ambiance était différente, tendue, comme si quelqu'un avait laissé une fenêtre ouverte sur un courant d'air mauvais. 2 voix, d'abord, au fond, derrière la rangée de fûts marqués au fer.
Une voix d'homme que je ne reconnaissais pas, trop polie, trop lisse. Et puis celle d'Anne-Marie, posée comme une lame sur une nappe blanche. On ne parle pas de trahison, on parle d'optimisation, disait-elle doucement. Je me suis arrêtée. Un pas de plus et mon talon aurait grincé sur le gravier. Alors je suis restée immobile, vieille silhouette contre la pierre, et j'ai laissé les mots venir à moi, comme on laisse un vin tourner dans le verre. Antoine a répondu plus bas. Mon fils, mon Antoine, celui dont je reconnaissais la respiration entre mille, avait une voix que je n'avais pas encore entendue chez lui. Une voix d'homme pressé. Maman ne comprendra pas. Elle est attachée au symbole. Attachée au symbole. Mes mains ont serré le petit carnet que je portais parfois pour noter les dates de soutirage, les rendements, les caprices du ciel. Je l'ai serré comme si le papier pouvait me tenir debout. Le monsieur inconnu, plus tard j'apprendrai qu'il travaillait pour une structure de conseil, a évoqué des chiffres avec une prudence de banquier. Sécuriser, rationaliser, dégager du cash. Les mots avaient la froideur d'une salle d'attente. Anne-Marie ajoutait des détails pratiques, des images propres, impeccables comme des assiettes rangées. On peut céder la parcelle du bas, celle que vous appelez la vieille pente. Elle est mal mécanisable, elle coûte plus qu'elle ne rapporte. Et puis, Eliane ne verra pas la différence. J'ai failli rire. Pas un rire joyeux, un rire sec, intérieur, celui qui naît quand l'insulte est emballée dans du papier de soie. La vieille pente. C'était là que mon mari m'avait demandé en mariage, un matin de vendange, les doigts tachés de jus. C'était là que j'avais pleuré le jour où Antoine est parti étudier. La valise trop légère, les yeux trop grands. Elle ne verra pas la différence. On peut vivre 80 ans et devenir soudain aveugle dans la bouche des autres. Je suis remontée sans bruit avec cette lenteur calculée qui est une arme quand on a l'âge. Au-dessus, dans la cuisine, les objets avaient l'air d'écouter aussi. La bouilloire, immobile, la nappe tirée au cordeau. Tout était à sa place et pourtant, le monde venait de se décaler d'1 millimètre. Le soir, Antoine a dîné avec moi. Il a parlé de la météo, du marché, d'un tracteur à réparer. Il a ri au bon moment. Il a embrassé ma tempe comme on ferme une porte. Et quand il a cru que je regardais ailleurs, j'ai vu son regard glisser vers Anne-Marie. Un regard bref, une demande muette d'approbation. C'était pas la peur, c'était l'habitude naissante d'obéir. Je me suis servi un peu de vin, très peu. La robe était sombre, presque noire, comme si elle avait décidé de ne plus réfléchir la lumière. Je l'ai portée à mes lèvres et dans ce goût de fruits et de terre, j'ai senti autre chose, un arrière-fond métallique, imperceptible. La première trace, le premier avertissement. Le chai en bas continuait de respirer. Et moi, assise à cette table, j'ai compris que l'ombre n'était pas dans les rangs de vignes au crépuscule. Elle était entrée dans la maison. La nuit où tout a basculé n'a pas eu besoin d'orage pour paraître fatale. Elle est tombée sur le domaine comme un linge sombre, bien repassé, sans un pli. Dans la cour, la lanterne au-dessus de la porte des chais dessinait un cercle de lumière jaune, trop net, presque cruel. On entendait le goutte à goutte d'un robinet mal fermé, et plus loin, la respiration massive des cuvets, ce soupir chaud du vin qui travaille en silence. Anne-Marie avait proposé un dîner simple. Avait-elle dit, avec ce sourire qui ne demandait pas la permission, mais la victoire. Antoine était arrivé plus tard, les épaules un peu rentrées, comme s'il portait un manteau invisible. Il embrassait mon front comme on pose un seau. Dans la salle à manger, la nappe blanche avait l'air plus blanche qu'à l'habitude, trop immaculée pour une maison où l'on vit vraiment. Les verres étaient alignés, parfaits, et je me suis surprise à penser que l'ordre peut être une forme de menace. Elle avait apporté une bouteille de mon millésime, l'un de ceux qui, autrefois, m'avaient valu des lettres écrites à l'encre violette, des compliments qu'on n'osait pas dire à voix haute. Antoine a servi. Le liquide a tourné dans le verre avec une lenteur profonde, presque religieuse. Je l'ai porté à mes lèvres et j'ai senti d'abord la cerise, la terre sèche, puis quelque chose d'incongru, comme une note métallique qui n'avait rien à faire là. Je n'ai rien dit. On ne fait pas de scène quand on a 80 ans. On observe, on note, on range. Au début, ce n'était qu'une fatigue, une nappe qui se met à glisser doucement sur la table de mon esprit. Le bruit des couverts s'est éloigné comme si on l'avait enveloppé dans du coton. La voix d'Anne-Marie, elle, restait très proche,
précise, articulée. Elle parlait de sécuriser, de protéger l'héritage, de mettre en conformité. Des mots de salon pour camoufler un acte de cave. Antoine a posé devant moi une chemise cartonnée, d'un bleu neutre, exactement la couleur des dossiers administratifs qui mangent les vies. Juste une formalité, maman. Sa main tremblait à peine, mais je l'ai vue trembler. Je me suis accrochée à ce détail comme à une rambarde. Les feuilles étaient déjà marquées, déjà prêtes avec des signets. On m'offrait un stylo qui écrivait trop bien, trop glissant, trop moderne. Tout était prévu pour que mon corps fasse ce que mon esprit refusait. La pièce a tourné d'un quart de tour. Mon fauteuil, mes genoux, le visage d'Antoine, puis le bord du monde. Je me suis entendu respirer, un souffle court, presque humiliant. Les mots sur le papier se sont mis à se déplacer comme des insectes. Je n'étais pas ivre, j'étais ailleurs. C'était cela, le vrai crime, me déplacer sans me toucher. C'est à ce moment-là que Marie est entrée. Je n'ai pas entendu la porte. J'ai senti son pas, cette façon qu'elle avait de marcher sans demander pardon au sol. Elle tenait un plateau, comme si elle ne faisait que son travail, comme si la maison n'était pas en train d'être démontée pièce par pièce. Elle a posé une tisane devant moi, et l'odeur de verveine a traversé ma brume comme une main fraîche sur une joue brûlante. Anne-Marie a levé les yeux, contrariée d'être interrompue. Antoine, lui, a eu un micro-sursaut, un battement de paupières trop long. Marie a regardé les papiers, puis mon visage. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a jamais eu besoin de discours. « Madame Eliane, vous êtes pâle. » Sa voix était douce, mais elle coupait net. Une phrase simple, et tout le théâtre perdait son décor. Elle s'est penchée légèrement, assez près pour que je voie dans ses yeux une décision déjà prise. Et dans ce silence-là, entre le stylo tendu et ma main qui cherchait sa force, j'ai compris que quelqu'un, se souvenait que j'étais vivante. Pas une ceinture à extraire, pas un nom à déplacer. Une femme, une mère, une propriétaire qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Je me souviens du papier avant de me souvenir des visages. Le grain très fin, presque soyeux, et cette odeur d'encre fraîche qui vous donne l'illusion d'un acte propre, alors qu'il peut porter la saleté la plus élégante du monde. Il m'avait installé dans le petit salon, celui qui donne sur la cour intérieure, là où la lumière du matin entre en oblique, comme une lame polie. Une table trop basse, un fauteuil trop mou, tout est pensé pour que je sois docile. Ma tête flottait encore, engourdie, comme si l'air lui-même avait une densité de sirop. Je voyais le mouvement de mes mains avec un léger retard, et cela m'a effrayé plus que la fatigue. Antoine parlait doucement. Il avait cette manière de baisser la voix qui, autrefois, me faisait croire qu'il me respectait. Aujourd'hui, je comprends que c'était une technique, un voile. Anne-Marie, elle, ne faisait pas semblant. Elle se tenait droite, impeccable, un stylo déjà prêt, comme une infirmière qui attend l'aveu d'un mourant. Son parfum, trop net, entrait dans ma gorge et me donnait envie de tousser, mais je n'en avais pas la force. Sur la table, les feuilles étaient alignées comme des cartes. Un dossier beige, sans marque, sans tache. J'ai distingué, quelque part en haut, des mots juridiques que mes yeux n'arrivaient pas à saisir entièrement. Cession, usufruit, pleine propriété. Des termes qui d'habitude s'installent lentement dans l'esprit. Là, ils glissaient sans prise, comme des poissons dans un seau. Marie est entrée sans bruit. Elle avait un plateau, 2 verres, et cette simplicité qui, dans une maison, vaut mieux qu'un diplôme. Elle a posé le plateau à la distance exacte de mes doigts, ni trop loin, ni trop près. Ses gestes étaient ceux d'une femme qui connaît les rythmes d'une vie entière, les pauses, les reprises, les failles. Elle ne m'a pas regardé longtemps, mais son regard a fait ce que la lumière ne parvenait plus à faire. Il m'a réveillée. Anne-Marie a avancé le dossier vers moi. Son sourire était un trait, pas une émotion. « C'est juste pour protéger le domaine, Eliane. Vous me faites confiance, n'est-ce pas ?» La phrase avait le velours du mensonge. Je voulais répondre, dire non, demander du temps, appeler quelqu'un. Mais ma langue semblait appartenir à une autre femme, une femme plus lente, plus vieille encore. J'ai senti Antoine se rapprocher. Son ombre est tombée sur les pages, comme un nuage sur une vigne en pleine maturation. Maman, signe-la, comme d'habitude, comme d'habitude. Voilà ce qui m'a presque brisé. Ce mépris intime,
réduire 40 ans de décisions, de contrats, de récoltes à un automatisme de mer. Le stylo a touché ma peau et j'ai sursauté. La petite douleur du métal contre mes doigts m'a ramené un instant au réel. À ce moment précis, Marie a fait tomber un couteau à beurre. Pas fort, juste assez pour créer un son sec, net, qui a fissuré le silence. Pendant que leurs yeux se détournaient une seconde, une seule, elle a déplacé le dossier. Pas une agitation, pas une panique, une glissade. Les feuilles du dessus ont été échangées avec d'autres, identiques à première vue. Même couleur, même typographie, même marge. Mais je me rappelle encore le détail invisible, le filigrane, cette marque pâle qui n'apparaît qu'en inclinant la page vers la lumière. Marie avait choisi l'angle de soleil exact. Je n'ai pas compris tout de suite. Dans mon brouillard, j'ai seulement senti qu'elle me rendait un espace, un minuscule espace de liberté, dans l'acte même qu'il voulait me voler. Anne-Marie a repris sa place. Elle a pointé un paragraphe du bout de l'ongle. Ici, et là, et ensuite au bas de page. Je signais comme on tombe. Chaque boucle de mon nom me paraissait une trahison. Pourtant, au moment où l'encre a accroché le papier, j'ai vu Marie, derrière eux, tenir une seconde feuille entre ses doigts. Un simple papier qu'elle pliait avec une précision presque tendre, comme on replie une nappe après un deuil. Je me suis réveillée avant le jour, dans cette heure grise où la maison hésite encore entre le rêve et la vérité. La chambre sentait la lavande sèche et le bois tiède, comme si rien n'avait bougé. Pourtant, ma bouche avait ce goût métallique, léger, obstiné, un arrière-goût de pharmacie qui se cache dans le miel. Au dehors, le domaine respirait. Les rangs de vignes n'étaient plus que des silhouettes, des lignes sombres posées sur la brume. Une chouette a lâché un cri court, puis le silence a repris sa place, souverain. J'ai voulu bouger la main. Mes doigts ont tremblé, pas de peur, plutôt de lucidité. Le corps, à 80 ans, parle toujours après nous. La porte s'est ouverte sans bruit. Marie est entrée comme on entre dans une église avec cette pudeur des gens qui savent qu'ils portent quelque chose de lourd. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle m'a simplement regardée et dans ses yeux, j'ai vu l'aube avant l'aube. Elle a posé une tasse sur la table de nuit. L'odeur du café a traversé la pièce comme une promesse simple. Puis, de sa poche de tablier, elle a sorti un petit appareil noir, un dictaphone minuscule. Elle l'a posé à côté de la tasse, bien alignée, presque trop propre. « Madame, j'ai tout. » Sa voix était basse, sans effet. Elle parlait comme on ferme une porte pour empêcher le vent d'entrer. Je n'ai pas répondu. Je fixais l'objet. Ce rectangle de plastique si banal contenait peut-être le basculement d'une vie. Marie a appuyé sur un bouton. D'abord, un souffle, puis des voix. La mienne étouffée, lente, lointaine, comme si elle sortait d'un couloir. Et celle d'Anne-Marie, nette, souriante, cette politesse tranchante des gens qui vous habillent en vous disant merci. Antoine aussi, plus bas, hésitant, mais présent. Je reconnaissais ses silences. Je reconnaissais surtout la manière dont il laissait faire. Dans la bande, on entendait le froissement du papier, le glissement d'un stylo, et cette phrase, dite trop vite, comme on pousse une chaise, c'est juste pour sécuriser, maman. Une formalité. Une formalité. Le mot a claqué dans ma poitrine comme un bouchon trop sec. Marie a arrêté l'enregistrement avant que je ne m'entende signer. Elle l'a fait par respect ou par stratégie. Je ne saurais dire. Elle a ensuite sorti une chemise cartonnée, rouge sombre, la couleur du vin quand il commence à s'assagir. Elle l'a ouverte devant moi. À l'intérieur, 2 jeux de documents. Les premiers, ceux que j'avais vus dans la nuit, avec leurs pages épaisses, leurs paragraphes en police parfaite, leurs espaces prêts à avaler une signature. Les seconds, presque identiques, sauf une page, une seule, subtilement différente. Les phrases n'étaient plus les mêmes. Les conséquences non plus. Vous avez signé ceux-là, madame, pas les autres. Elle a pointé du doigt le bas de la page. Ma signature, oui. Mon geste, oui. Mais au-dessus, c'était une renonciation à leurs droits. Une renonciation rédigée avec une élégance juridique glaçante, comme un compliment empoisonné. Anne-Marie, en voulant tout verrouiller, avait accepté de se verrouiller elle-même. Antoine, par lâcheté, avait suivi. Je me suis mise à rire. Pas un rire joyeux. Un rire sec, bref, qui s'est cassé dans ma gorge. Le domaine dehors restait immobile, comme s'il attendait ma décision. La brume commençait à se lever. Une première lumière a glissé sur les vignes, pâle, précise.
J'ai regardé Marie. Ses mains étaient calmes, mais ses doigts portaient les petites traces du travail, cette vérité-là, indiscutable. Marie, je n'ai pas dit merci. Les merci sont trop petits, parfois. J'ai simplement posé ma main sur la chemise rouge et j'ai compris que la nuit n'avait pas seulement essayé de me voler. Elle venait de me rendre quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps. Le droit de choisir, enfin, sans amour aveugle. En français, ça sonne presque beau. La lucidité. Ça coûte cher, mais ça tient chaud. Le dîner fut servi comme un rite ancien. Pas de musique. Seulement le froissement du linge blanc, l'horloge qui insistait, et dehors, la vigne noire qui respirait dans le froid. La lampe au-dessus de la table dessinait un cercle de lumière trop parfait, comme une scène qu'on ne peut pas quitter. Antoine était arrivé plus tôt. Il avait ce sourire appliqué des hommes qui veulent paraître raisonnables. Anne-Marie, elle, ne souriait pas vraiment. Elle portait une robe sobre, impeccable, et ses yeux faisaient le tour de la pièce comme on évalue un bien. Sur la nappe, les verres attendaient. Le vin aussi, dans sa bouteille lourde, comme une promesse silencieuse. Marie avait posé les assiettes sans bruit, puis s'était retirée derrière la porte, à l'ombre, là où l'on n'existe pas, mais où l'on voit tout. Je sentais sa présence comme on sent une main posée sur l'épaule quand on hésite. On parla d'abord de choses neutres, du gel possible, du rendement, des visiteurs qui, l'été, s'arrêtent pour photographier les rangs comme on photographie un tableau. Antoine disait « maman » avec une douceur un peu trop lisse. Anne-Marie parlait de stratégie, de valorisation, de conformité, des mots qui n'ont pas de chair. Puis elle laissa tomber, presque gentiment, la phrase qu'elle préparait depuis des semaines. « Nous devons sécuriser l'avenir. Vous comprenez. À votre âge, il faut simplifier. » Je posai ma fourchette. Le métal tinta contre la porcelaine. Un son petit, net, irrévocable. Je ne les regardais pas tout de suite. Je regardais la carafe, la buée légère sur le verre, le reflet de la lampe qui tremblait comme une flamme. « Simplifier », répétai-je. C'est un mot qui sert souvent à effacer. Antoine se racla la gorge. Il allait parler, je le sentais, dire quelque chose d'arrondi, de tiède, une phrase pour faire passer la pilule. Je levai la main, lentement. Pas un geste d'autorité brutale. Un geste de vieille femme qui a appris, avec les années, que le silence pèse plus lourd que les arguments. Je fis glisser vers moi un dossier en cuir, posé là depuis le début, comme un objet banal. Anne-Marie eut un très léger recul du menton. Antoine fronça les sourcils, perdu. « Avant de continuer, dis-je, j'aimerais que nous parlions de ce qui s'est passé cette nuit-là. » Le mot « nuit » fit bouger l'air. On entendit l'horloge plus fort. Je sortis d'abord une feuille, une simple feuille avec des signatures. Je la posai au centre du cercle de lumière. Antoine pencha la tête. Anne-Marie pâlit d'une nuance presque élégante. « Qu'est-ce que c'est » souffla Antoine. « Un acte de renonciation, répondis-je. Une renonciation claire, sans ambiguïté, à toute prétention sur ce domaine, sur la succession, sur les parts, sur la terre. » Anne-Marie eut un rire sec, sans joie. « C'est ridicule, nous n'avons jamais signé ça. » Je tournai une seconde feuille. Même encre, même graphie, 2 signatures. La sienne si précise qu'elle en devenait arrogante. Celle d'Antoine, plus lourde, plus hésitante, comme un homme qui signe pour que le conflit s'arrête. « Vous l'avez signé, dis-je doucement. Le même soir où vous m'avez demandé de signer ce que vous appeliez une vente raisonnable. » Antoine ouvrit la bouche, la referma. Dans ses yeux, il y avait la panique d'un enfant surpris et quelque chose d'autre, de plus triste, comme la honte qu'on étouffe depuis longtemps. Anne-Marie se redressa, impeccable, prête à attaquer. « Vous insinuez quoi, exactement ?» Je sortis alors un petit enregistreur, un objet noir, banal, presque indécent sur la nappe blanche. Je n'appuyais pas tout de suite, je le laissais exister. Les objets, parfois, accusent mieux que les mots. Marie apparut dans l'entrebâillement de la porte, silencieuse, droite. Anne-Marie la fixa comme si elle venait de découvrir qu'un mur pouvait parler. « Marie, dis-je, sans me retourner, vous pouvez. » Le clic fut minuscule. Et puis la voix de la nuit remplit la pièce, pas la mienne. La leur, des murmures, un verre qu'on repose, une phrase d'Anne-Marie froide, nette, effrayante de normalité, puis Antoine hésitant qui dit « on n'a pas le choix », puis encore Anne-Marie qui parle de doses légères, de vieille fatigue, de signature, et on en finit. Personne ne cria, personne ne se leva. Antoine avait la main crispée sur son couteau sans s'en rendre compte.
Anne-Marie ne bougeait plus. Son visage restait beau, mais ses yeux, eux, cherchaient une sortie. Je stoppai l'enregistrement. « Je n'ai rien à vous arracher, dis-je. Je vous laisse ce que vous avez choisi, votre propre trace, votre propre écriture, votre propre chute. » Je me servis un peu de vin. Le liquide rouge accrocha la lumière comme un rubis sombre. « Dans cette maison, ajoutai-je, on ne transmet pas seulement une terre, on transmet une façon d'être au monde. Ce soir, vous venez de vous exclure vous-même. » Ils sont partis au matin sans fracas. Je n'ai pas eu besoin de crier. La maison s'est chargée de parler pour moi. La porte d'entrée a avalé leurs derniers pas comme elle avale les courants d'air. J'ai entendu le cuir d'une valise frotter le bois du seuil, ce petit gémissement sec, humilié, qui ressemble à un aveu. Dans le couloir, l'odeur du parfum d'Anne-Marie a traîné encore un instant, sucrée, obstinée, puis elle s'est dissoute dans la fraîcheur de la pierre. Antoine, lui, n'a pas osé regarder les cadres. Il a marché vite, comme on traverse un cimetière où l'on a trop à se reprocher. Je suis restée à table longtemps après. La nappe, d'un blanc ancien, gardait la marque des verres, des auréoles fines comme des lunes. Le pain était devenu dur, les miettes avaient la couleur du sol, cette poussière de blé qui me rappelle les vendanges de mon enfance. Marie a ramassé sans bruit. Elle ne faisait pas de gestes inutiles. Elle avait cette dignité des gens qui ont appris à survivre sans demander de place et qui, pourtant, finissent par être indispensables. Je me suis levée, doucement. Mes genoux ont protesté, mais je ne voulais pas leur laisser la victoire. J'ai traversé la cuisine, ouvert la fenêtre. L'air du matin m'a frappé au visage, vif, presque froid, chargé de terre humide. Au loin, les rangs de vignes coupaient la brume comme des lignes de musique. Le domaine respirait. Il n'était plus un objet de négociation, un chiffre, une optimisation. Il redevenait un corps. Et j'étais encore là, au centre, comme une vieille racine. Nous sommes descendus à la cave. Les marches étaient glacées et les murs suintaient cette odeur de pierre et de bois mouillé qui me donne toujours l'impression d'entrer dans un secret. Les fûts alignés brillaient d'un reflet sombre. Marie a posé la main sur l'un d'eux comme on apaise un animal. Je l'ai regardée. Elle n'avait pas l'air triomphant. Elle avait l'air juste. C'est une nuance que les ambitieux ne comprennent jamais. « Vous savez, a-t-elle dit à mi-voix, je n'ai jamais voulu prendre. Je voulais protéger. » Je me suis entendue répondre, d'un ton que je ne reconnaissais plus à fait, celui d'une femme qui choisit enfin pour elle-même. « Alors vous serez celle qui garde, pas celle qui vend. » L'après-midi, le notaire est venu. Maître Lenoir a posé sa serviette sur le salon, a sorti ses dossiers avec la lenteur cérémonieuse des hommes qui mettent des mots sur les drames. Je voyais ses doigts, propres, précis, tourner les pages comme on tourne des couteaux. Le soleil traversait les rideaux et dessinait sur sa chemise des bandes dorées. Je lui ai demandé de rédiger ce qu'il fallait, sans grand discours. Une transmission d'honneur, ai-je dit. Il a levé les yeux surpris, puis il a noté « donation-partage, mandat, close ». Des termes secs pour une décision tendre et impitoyable. Le soir, Marie a apporté 2 verres, pas plus. Le vin avait la couleur du grenat, profond, presque noir. Je l'ai senti avant de le goûter. Cerise, cuir, une pointe de fumée. J'ai murmuré, comme une prière aristocratique et simple, « à la maison ». Elle a répondu « à votre paix ». Et, pour la première fois depuis longtemps, la paix n'a pas ressemblé à une capitulation. Elle a ressemblé à une renaissance. Aujourd'hui, quand je m'assieds de nouveau face aux vignes, je ne compte plus les années. Elles sont là, derrière moi, rangées comme des bouteilles anciennes dont on n'ouvre plus l'étiquette. Le temps n'est plus un adversaire. Il est devenu un allié silencieux. Le domaine a repris son rythme. Lent, obstiné. Les saisons s'enchaînent sans me demander mon avis, et c'est très bien ainsi. Le matin, la lumière glisse sur les rangs avec cette indifférence majestueuse qui remet chaque chose à sa place. La terre ne félicite pas. Elle ne condamne pas. Elle se souvient. Et parfois, c'est suffisant pour faire justice. Antoine ne m'a pas écrit. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai cessé d'attendre une explication qui n'apporterait rien d'autre qu'un supplément de fatigue. Il y a des silences qui sont des aveux et d'autres qui sont des tombeaux. Je laisse le sien tranquille. On ne laboure pas une terre déjà morte. Anne-Marie, elle, s'est effacée comme disparaissent certaines modes, sans bruit, sans trace durable.
Je n'éprouve ni haine ni satisfaction. Seulement cette certitude froide que l'intelligence sans loyauté n'est qu'une forme raffinée de prédation. Elle croyait comprendre la valeur des choses, elle n'avait compris que leur prix. Marie marche désormais dans les rangs avec une assurance discrète. Elle ne parle pas de rendement, mais d'équilibre. Elle écoute la vigne avant de décider. Quand elle touche une feuille, c'est comme si elle demandait la permission. Je l'observe parfois depuis la fenêtre. Elle n'est pas devenue propriétaire, elle est devenue responsable. La nuance est immense. J'ai appris tardivement que la transmission n'est pas un geste juridique. C'est un regard, un passage de relais invisible, presque animal. On ne lègue pas ce qu'on possède, mais ce qu'on a su protéger sans l'étouffer. La justice dans la vie n'arrive presque jamais sous la forme qu'on attend. Elle ne fait pas de bruit, elle n'applaudit pas, elle rétablit simplement une ligne droite là où tout avait commencé à pencher. Le soir, je bois encore un verre, lentement. Je le fais tourner, j'écoute le vin parler à sa façon. Il raconte le soleil, la pluie, l'attente. Il raconte aussi les erreurs. Un grand vin n'est jamais né d'une année parfaite. Il est né d'un déséquilibre maîtrisé. Si je devais laisser un message, ce ne serait pas une morale. Ce serait une observation. Dans une vie, ce qui est le plus menacé n'est pas l'argent, ni la terre, ni même l'amour. C'est la lucidité. Et quand elle revient, tard, douloureuse, elle a un goût particulier, amer au début, puis étrangement doux. La nuit tombe sur les vignes. Une à une, les ombres se fondent. Le domaine se tait. Je ferme les yeux un instant, la canne posée contre la pierre froide. Je ne suis plus la gardienne inquiète. Je suis devenue la mémoire tranquille. Et cela, personne ne pourra jamais me le reprendre. Il y a des histoires qui ne cherchent pas à donner des leçons. Elles déposent simplement une vérité sur la table, comme on pose un verre entre deux silences. Celle-ci m'a appris que l'amour, quand il devient aveugle, peut servir d'alibi au pire renoncement. Et que la loyauté n'est pas une émotion. C'est un acte répété, discret, parfois ingrat. J'ai compris aussi que la justice la plus solide ne passe pas toujours par le fracas. Elle s'installe quand on accepte de voir clair, même tard, même au prix d'un lien brisé. La lucidité ne répare pas tout, mais elle empêche la perte totale. Elle redonne une colonne vertébrale à ce qui menaçait de s'effondrer. Il y a enfin cette idée simple, presque rude, transmettre n'est pas céder, protéger n'est pas posséder. Ce qui survit n'est pas ce qui rapporte le plus, mais ce qui a été gardé avec mesure. La dignité, elle, ne se négocie pas. Elle se reconnaît à la façon dont on se tient quand personne ne regarde. Et vous, qu'avez-vous appris trop tard, mais à temps quand même? Avez-vous déjà confondu amour et abandon? Avez-vous dû choisir entre la paix apparente et la vérité silencieuse? Quel geste discret a changé le cours de votre vie, sans témoin, sans applaudissements? Si vous le souhaitez, partagez ici une histoire simple, une scène modeste, un instant où quelque chose s'est réajusté en vous. Ces récits-là, sans éclat, portent souvent les empreintes les plus durables. Nous les lisons avec respect, et parfois ils deviennent des films que l'on n'oublie jamais. Lots of cuddles today. He's been very needy today. Actually, what was I going to show you? So I shut my bedroom door while I was in the shower earlier because he was absolutely soaking when we got back from our walk. We did Chewy GoPro. I would love to get him one. Well, I've just seen a dog with its head out the window just driving past the house. What are we getting over? The game. I got back. That was him in a soaking. He's dried a little bit there, but a soaking wet dog in my fucking bed. Hi, Jai. What doggy updates do I have for today? This was him. I think we're getting his nads done now, Glenn. I think I can finally convince my ex to do it. Because I don't live with him anymore, and I can be mean to him about it. They need to be done. I don't think we're going to do puppies. There's so many puppies in the world. I can find out when one of his siblings has puppies. Oh, this was him when I was trying to get ready. I don't know if you all saw it in Discord. Needy. I want Chewy's. His genes are good. They are good. But we don't need... He's so dark and lean. So are his brothers, to be fair. His brothers all look the same as him. His brother and sister, sorry. Hi, Lyriel. How are you? How's your
What day is it? Wednesday. How's your Wednesday been? What's everyone got up to? What's been the highlight of everyone's day today? Give me their contact. I'll give you their Instagram. He's met his sister before. I might see if I can take him to go meet his brother, actually. I follow her on Instagram. The mom on Instagram. Hi, Hans. Oh my God, look at that handsome boy. It's a hair clip, babe. He's very interested in it. Do you want to sniff it? Yeah, you're not bothered, are you? He just is waiting for treats now. Oh, do you like it, Lyriel? He's so ridiculously handsome, isn't he? Like, no one's here to see me at this point. They're all here for the dog. I know there's the cats in background tag. I wonder if there's a dog in background tag, if anyone is ever streaming in it. Anyone ever clicks on it. I used to get a few people occasionally from the cats in background tag. Happy birthday. People are still saying happy birthday to you, kid. He had a lovely birthday. You're in the way. I know, Drew. Do you want me to just leave? How about that? Is that better? I can just go if you like. Kevin and Nubin are at the old house, Mark, unfortunately. Merlin, welcome in. Merlin, I don't recognise your username. Hello. You've never spoken in the chat before, that's why. Hi, Merlin. It's nice to meet you. Hi, Mango. Mango, how have you been? Is that better, everyone? You can just sit and look at Chewy and I'll just sit in the corner. Thought you want to play the beautiful game in Lion Brazil. Okay. Everyone tell me one thing that they did today while I think about what we did today. So, last night, hey guys, do you want to... Usually, I don't talk about this in the lock-in, but we can talk about this. I'll give you guys an exclusive. I went on a date last night, guys. Being good, what a cute dog. He is so cute, isn't he? My day week has been 2 out of 10. I haven't slept good in a really long time. I hate that. I'm so sorry, Amar. I've had a few... Well, talking about sleep. Glenn, have you had sleep yet? I've had a few nights of really, really bad sleep. And I've started to really suffer as a result of it. It's really annoying. So, my highlight was grabbing the Cornish Cruncher. The Cornish Cruncher and pickled... What's the Cornish Cruncher? And pickled onion crisps from M&S. M&S is just doing so well at the moment, aren't they? They've really nailed their... Whoever's in their product team deserves a fucking raise. My light... Stop it. I'm not touching you. Why are you flickering? Oh, some sort of cheese. Sounds excellent. Oh my God. Let's hear the review. Is it like that cheddar that's like got crystal bits in it? Love this song. Hi, Freya, by the way. Okay, so the date last night was... I debriefed this very briefly in the lock-in before, so sorry if you heard this before, aka Soraya. I matched with him. This was very for the plot, guys. I did this for you guys entirely, okay? I matched with this guy on Hinge on Monday night. Some sort of use is the only explanation I need. Yeah, like in most circumstances. I matched with this guy on Hinge on Monday night. His profile was very funny. He was very much my type. Tall and